Imaginez que vous avez commis un crime pour lequel vous vous apprêtez à être jugé. Vous avez le choix entre A. Faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, qui connaît parfaitement les rouages de la justice et qui saura vous accompagner au mieux pour avoir la meilleure peine possible pour vous, ou B. Vous représentez vous-même. Vous choisissez quoi? Les gens dont on va parler aujourd'hui ont choisi la pilule B et à mon avis ils l'ont regretté. Je vais faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo parce que j'ai hyper peur d'être maladroite en fait. Les gens dont on va parler aujourd'hui ont fait des dingueries au tribunal, parfois c'est scandaleux, mais parfois c'est difficile de ne pas en rire. Ça reste néanmoins des gens qui ont fait des choses horribles. Je vous mets d'ailleurs des trigger warnings juste là et je vais essayer de faire un chapitrage pour que vous puissiez ne pas voir les cas s'il y en a que vous voulez pas voir. Et je ne veux évidemment en aucun cas ni manquer de respect aux victimes, ni minimiser les actes qu'ils ont commis. Comment je la vis moi cette vidéo? Je pense que je ne vous apprends rien en disant que la vie est injuste, et je pense qu'on connaît tous des gens, vous savez, qui ont un comportement dégueulasse, mais il leur arrive jamais rien, et à l'inverse des gens super qui enchaînent les merdes et on sait pas pourquoi. Et là, le fait de voir ces gens qui ont commis des actes horribles, qui n'assument pas les conséquences de leurs actes puisqu'ils plaident tous non coupables, qui en plus ont le culot de croire qu'ils vont s'en sortir mieux qu'un avocat et qu'ils ont besoin de personne, et qui se le prennent dans la figure, et ben écoutez, je sais pas, moi ça m'a fait du bien, ça a satisfait, je crois, mon sens de la justice. J'espère que ce sera pareil pour vous. Et puis je trouve que c'est intéressant à voir d'un point de vue juridique parce que ça donne des procès complètement différents de d'habitude, surtout qu'on a des gens qui ne connaissent pas du tout la loi, donc qui du coup font n'importe quoi, ce qui à mon sens, met en avant le rôle de l'avocat, mais aussi la difficulté du métier de juge, parce que vous allez voir qu'il y en a certains, je sais pas comment ils pètent pas un câble. Donc voilà un petit peu l'idée générale de cette vidéo, j'espère que c'est un format qui vous plaira, et quand vous êtes prêts, attrapez un marteau, c'est parti, on y va. Attendez, bonne année 2024 quand même. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18, are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Le 21 novembre 2021, à Waukesha dans le Wisconsin, Darrell Brooks prend le volant de son SUV et se met en route en direction de la parade de Noël qui a lieu à ce moment-là. En arrivant sur place, il va foncer dans la foule et tuer ainsi 6 personnes et en blesser des dizaines d'autres. Dans un premier temps, Darrell Brooks va plaider non coupable pour folie avant que son avocat retire ce plaidoyer, puis se retire lui-même tout court, puisque Darrell a décidé de se représenter lui-même, et c'est un petit peu difficile de se représenter soi si on dit qu'on est fou en même temps, ça colle pas très bien, donc il est obligé de changer de plaidoyer. Quelle est la nouvelle défense de Darrell Brooks, vous demandez-vous certainement? Eh bien, il va dire qu'il n'est pas responsable parce qu'il y a un dysfonctionnement dans sa voiture, les freins ne marchaient plus, non seulement il a pas du tout foncé sur ces gens de façon volontaire, mais au contraire, il essayait d'actionner le klaxon pour que les gens entendent qu'il arrivait parce qu'il pouvait pas faire autrement. Donc voilà, il essayait de les prévenir pour que les gens s'en aillent. C'est déjà un plaidoyer qui n'a aucun putain de sens, parce que on le voit très clairement sur les caméras de surveillance, arriver, accélérer au niveau de la foule, ensuite il fait tout un tour, il y a un moment, il s'arrête. S'il n'avait pas de frein, il ne peut pas s'arrêter, et après il revient, il recommence. Et puis en plus, évidemment l'accusation a fait étudier sa voiture, et il n'y a pas de problème sur sa voiture. Donc on voit déjà ici les limites du fait de se représenter soi-même, c'est que rien que le plaidoyer, rien que sa défense, en fait, elle a pas de sens, quoi. Et quand on voit le comportement que va avoir Darrell Brooks tout au long de son procès, on se dit qu'il aurait peut-être mieux fait de plaider la folie, c'était peut-être pas un hasard si son avocat était parti là-dessus, parce que le mec a passé tout son procès à faire n'importe quoi. Il s'est foutu torse nu, il y a un moment donné, il prend des boîtes comme ça, il se fait un espèce de fort avec des boîtes qui contiennent des preuves, c'est n'importe quoi, et à tel point que il va balancer des objections comme ça aussi tout le temps, en permanence pour tout et n'importe quoi, alors que c'est pas du tout, c'est des moments où il est pas censé pouvoir faire une objection. Et pour vous dire, il y a eu plus de 600 objections pendant ce procès, en tout, en tenant compte de l'accusation et de la défense, parce que le mec était parti dans un délire, quoi.
Respectfully object to You that. can object, your objection's noted, but you need to let her state what she needs to state. I don't see the relevance of this. Your objection is noted, it's overruled. Are you a party to this matter in any way? Objection. Grounds. Irrelevant. Grounds. Sustained, it's not relevant. Do you have a claim in this matter? Objection. Irrelevant. Grounds. Sustained. Have you read the complaint in this matter? Objection. Grounds. Irrelevant. Not relevant, sustained. Objection, hearsay, and speculative. It's neither one of those things. Tout le long du procès, il va couper la parole à la juge non-stop. Elle ne peut pas en placer une et écoutez, je ne sais pas comment elle fait pour garder son calme. C'est une juge que j'adore, elle est dans mon générique d'ailleurs. Elle a souvent des cas compliqués, je la trouve extrêmement juste. Et on voit quoi qu'elle reste dans son rôle, elle prend en compte le fait en fait qu'elle a quelqu'un en face d'elle qui ne connaît pas la loi, qui ne connaît pas les règles du tribunal. Et à chaque fois, elle reste hyper calme, hyper pédagogue. Bon, il y a des moments, elle s'énerve un peu, elle hausse la voix quand même, on voit qu'elle est saoulée. Mais franchement, le mec fait tellement n'importe quoi, je ne sais pas comment elle ne pète pas un câble, honnêtement. With all due respect, Your Honor, Mr. Brooks, by saying all due respect doesn't change the fact that you're interrupting me. Your objection is noted, all right? But you need to stop interrupting me so I can get through what needs to be done. But it is my I have right a number to- of documents it is that I my need right to to- discuss it this is my morning. right to turn it to Mr. Brooks, value, that's Your yet another interruption. Let me get through this, please. I just want, for the You will record, have an opportunity when I give you an I want opportunity. No to one state else it. is speaking at the moment but me. Et pour les avocats de l'accusation aussi, ça a dû être un procès vraiment épuisant mentalement d'avoir affaire à ce mec-là. Enfin, il y a un moment donné, ils sont en plein plaidoyer, ils disent juste l'accusé. Darrell Brooks les coupe en disant « L'accusé? Non mais vraiment? Vous allez le dire sur ce ton-là ?» So that had to be said. So it's the defendant. That's not how it was said. That was how I said. You want to run the record back? Je disais, mais mec... Enfin, c'est un délire. Vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait aussi pour garder leur calme et arriver à faire leur travail malgré tout, d'autant que eux représentaient les familles des 6 victimes. Donc c'est quand même... C'est une sacrée charge, quoi, de représenter ces familles, les personnes décédées, et de faire son travail au mieux pour obtenir justice. Ça devait être, mais tellement absurde, quoi, d'avoir cette charge-là de représenter 6 personnes décédées face à ce mec qui hurle, qui fait n'importe quoi tout le long. Franchement, encore une fois, chapeau à ces gens, je ne sais pas comment ils ont fait. Bon, malgré tout, au bout d'un moment, même si la juge reste toujours hyper respectueuse, je trouve, même quand elle hausse un peu le ton et tout. Well, you can object, and your objection is noted, but if you For the interrupt record- when this jury for comes the out, record- they will go, I will have them taken out again, and you will be removed to the next courtroom. You can't. What is the legal basis for that ruling, Your Honor? Illinois versus Allen, sir, and all of the other cases that and it I've doesn't cited say previously. Elle va le prévenir plusieurs fois en lui disant « Maintenant, si vous continuez, vous allez être dans une salle à part. » Il ne s'arrête pas, donc c'est ce qui va se passer. Darrell Brooks va être emmené dans une autre salle et il va pouvoir suivre le procès depuis un ordinateur. Et son micro est coupé, comme ça ils sont sûrs d'être tranquilles dans la salle d'audience. Son micro est coupé et il ne peut pas le rallumer lui-même. C'est quelqu'un dans la salle d'audience qui le rallume quand c'est à lui de parler uniquement. Est-ce que ça va empêcher Brooks de continuer à faire des dingueries? Bien sûr que non. C'est à ce moment-là qu'il se fout à moitié à poil, qu'il fait son espèce de fort là avec ses boîtes de preuves. Il enlève son micro aussi par moment parce que... je sais pas, apparemment il veut pas entendre ce qui est dit, c'est pour montrer son désaccord peut-être, et là encore ça paraît complètement lunaire parce que, enfin c'est quand même son procès, il se représente lui-même, donc il a vraiment besoin d'entendre ce qui est en train d'être dit pour pouvoir, je sais pas, rebondir dessus et tout, donc ça ne dessert que lui de faire ça. Il va faire des grands gestes aussi pour montrer à quel point il est pas content, mais au moins il fait plus chier personne, il est dans sa salle, il est pas content, mais il est pas content tout seul. Puis il y a quand même un moment où Darrell Brooks va réaliser qu'il a peut-être fait une connerie et il va s'en plaindre à la juge. Donc c'est un moment très particulier parce qu'il va à la fois citer le 6e amendement en disant en même temps que c'est pas normal qu'il soit privé d'une représentation et qu'en fait on lui a pas bien expliqué les choses et que lui il pensait qu'en fait il avait le droit de se représenter lui-même tout en ayant un avocat à côté de lui qui l'aurait pas représenté mais qui l'aurait juste conseillé. En fait, il voulait un assistant ou une assistante
pour la partie juridique, mais que ce soit quand même lui qui se représente. Donc il n'avait pas bien compris ça, dit-il, ce qui est quand même très étonnant. Alors, soit il est d'une mauvaise foi totale, ce qui je pense honnêtement est le cas, soit il a rien écouté, parce qu'on a les vidéos de l'audience préliminaire pendant laquelle il a demandé à la juge, il a dit qu'il voulait se représenter lui-même, et la juge, elle prend le temps de lui expliquer toutes les conséquences, et à chaque fois, elle va lui dire « Vous avez bien entendu ça, vous avez bien compris ça ». Il y a des moments, elle lui fait reformuler certaines phrases pour s'assurer qu'il a bien compris tout ce que ça engendrait en fait comme conséquence de s'auto-représenter, et le mec à chaque fois dit « Oui, j'ai bien compris, je veux me représenter moi-même ». Donc, encore une fois, on sent qu'il regrette et qu'il essaye de trouver une option pour reprendre un avocat, sauf que c'est pas possible. Et puis il y a un moment où je pense Darrell Brooks a bien compris qu'il s'était foutu dans la merde en prenant cette décision, et donc il va opter pour la solution de dernier recours, à savoir pleurer pendant son closing argument. I've never heard of someone intentionally trying to hurt someone while attempting to blow their horn. Et pendant son closing, le mec va carrément suggérer aux jurés de juger en ne tenant compte ni des faits, ni de la loi. Donc je sais pas sur quoi ils étaient censés juger, je sais pas, son capital sympathie peut-être. Ça n'a aucun sens, et en plus normalement c'est illégal, il doit pas dire aux jurés ce qu'ils doivent faire. Enfin bon, il y a rien qui va dans cette histoire. Vous vous en doutez, les jurés ne se sont pas laissés attendrir par les pleurs de Darrell Brooks, et il a été condamné à 6 peines de prison à vie, donc une peine par personne décédée, et elles sont consécutives, c'est-à-dire qu'il doit les effectuer les unes après les autres, même si à la fin de la première, il sera mort. On savait donc déjà qu'il ne sortirait pas de prison, mais pour le reste, puisqu'il était poursuivi en tout pour 76 charges, donc il y avait les 6 charges de meurtre et 70 autres charges, pour ces 70 autres charges, la juge l'a condamné à 700 ans de prison, et même si on sait qu'il les effectuera jamais, je sais pas, je trouve que psychologiquement, il y a un truc assez satisfaisant, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, je suis la première à dire que je comprends pas très bien pourquoi les Américains ils mettent des peines comme ça dont on sait que elles ne seront jamais effectuées, mais là j'avoue que j'ai compris, juste pour le geste, j'ai trouvé ça juste. Je pense que même s'il avait eu un avocat, clairement Darrell Brooks aurait été condamné à 6 peines de prison à perpétuité. Par contre, il aurait peut-être pas eu 700 ans en plus. J'ai un peu le sentiment que la juge, elle a passé toute la frustration accumulée pendant le procès et qu'elle a pas pu laisser sortir, qu'elle l'a passé dans la peine. Et encore une fois, ça me paraît plutôt juste, finalement, comme sentence. Brad Lyon et Karen Blackledge ont été accusés d'avoir agressé une femme de 77 ans qui s'appelait Tina Lohmann-Schmidt le 9 novembre 2021 à Quincy, dans l'Illinois. Ce qui s'est passé, c'est que Tina, elle était en voiture et elle a eu un petit souci à un moment donné, donc elle s'est arrêtée sur la route, et à ce moment-là, Bradley et Karen sont arrivés et lui ont proposé son aide. Elle a accepté, ils l'ont aidée, c'était juste un petit souci de lumière. Sur l'instant, en tout cas, ils l'ont aidée avant de rentrer de force dans la voiture et de lui demander de les conduire chez elle. Dès le trajet dans la voiture, Bradley va agresser sexuellement Tina. Et en arrivant chez elle, ils vont l'attaquer avec une bombe là, de mousse pour nettoyant de tapis et moquettes, là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ils vont lui demander de donner tous ses bijoux, son argent, tout ce qu'elle a, la pousser dans les escaliers, l'agresser sexuellement à nouveau, tous les deux cette fois. Et puis, au bout d'un moment, ils vont finir malgré tout par partir en la laissant en vie et en volant différentes affaires, son sac à main, ses bijoux, sa voiture, mais au moins ils s'en vont. Tina Lohmann-Schmidt s'est remise physiquement, sur l'instant en tout cas de cette agression, mais elle est décédée le 12 décembre 2021, donc 33 jours exactement après son agression, parce qu'elle avait 77 ans, parce que les blessures qu'elle avait n'étaient pas mortelles en soi, et que donc on n'a pas pu considérer que son décès était une cause directe de cette agression. Bradley et Karen n'ont pas pu être poursuivis pour meurtre. Je comprends intellectuellement pourquoi ils n'ont pas pu poursuivre pour meurtre, mais je trouve ça profondément injuste parce que, même si oui, elle avait 77 ans, c'était une femme clairement très active, qui conduisait encore, elle vivait avec son mari, elle avait plusieurs enfants, des petits-enfants, 22 je crois, arrière-petits-enfants, elle était très entourée, elle était dans la vie quoi, clairement,
Donc j'ai vraiment du mal à croire que cette femme serait décédée à ce moment-là s'il n'y avait pas eu cette agression. En tout cas, Karen et Bradley n'ont pas pu être poursuivis pour meurtre, mais ils ont été poursuivis pour agression, séquestration et vol. Le procès de Bradley Young commence en juillet 2023. Comme vous l'avez très bien compris, il a choisi de se représenter lui-même. Et dès le début du procès, dans son opening statement, Bradley choisit de commencer vraiment de la meilleure des façons, en se plaignant, bien évidemment, et puis en insistant très bizarrement sur le sens des mots. There's not many smiles today. However, I did see some yesterday. I appreciate those smiles. That has brought a light to my soul as I've been stuck here in this county jail, tormented for the last 19 months. I once heard that trials are based on persuasion. Who has the best persuasion in their words? Who can be persuaded by the persuadee? Incredible and impossible happenings. We all know what incredible and impossible means. Impossible means not possible. Credible means it's not credible. Impossible veut dire pas possible. Incroyable veut dire pas croyable. Merci Bradley pour cette belle leçon de vie. Où est-ce qu'il va avec ça? Écoutez, je ne sais pas, je suis même pas sûre que lui-même le sache pour être honnête. Bradley Young, quand il a été arrêté, faut savoir qu'il était en possession d'affaires personnelles appartenant à Tina Schmidt, et sa défense va s'axer sur deux grands axes. Le premier, c'est que, en réalité, oui, il avait ses affaires, mais alors c'est une succession, cette histoire, de coïncidences improbables, mais qui dans son cas sont très probables. Première chose. Et deuxième chose, il va essayer de blâmer le mari de Tina, Tim Schmidt, en lui disant que quelque part c'est un peu de sa faute parce qu'il n'a pas appelé le 911 tout de suite le soir même de l'agression. Ce qui est faux, Tim Schmidt a appelé le 911 à ce moment-là, mais Bradley se base sur le fait que l'appel au 911 n'apparaît pas dans les relevés téléphoniques de Tim Schmidt, ce qui est totalement normal parce que ces appels-là n'apparaissent pas dans les relevés téléphoniques tout simplement. Mais le mec ne veut rien entendre, il continue dans sa lancée, même si le procureur et le juge lui réexpliquent à peu près 15 fois cette histoire d'appel qui n'apparaît pas, dont le mec ne veut absolument rien entendre. You stated you were subpoenaed for phone records, correct? Objection, Your Honor. We just dealt with this. Mr. Young, the court sustained that objection. Your Honor, we need to go down a new path. I'm just letting the witness know where we're at, Your Honor. He was here, he knows, so next question, sir. And you did provide those records, correct? Objection, Your Honor. Asked and answered, and we've gone down this path. Are you aware that there was no 911 Objection, call? Your Honor! I will sustain the objection, Mr. There was Young. no 911 call. Objection, Your Honor! This is Quincy, Adams County 911 call for service report, doesn't it? Yes, That means there was a 911 call, doesn't it? correct. Globalement, la position de Bradley Young pendant tout le procès, ça va être vraiment de balancer des infos avec beaucoup d'aplomb, vraiment sur un mode on a l'impression qu'il se dit « vas-y, je balance des trucs, sur un malentendu ça passe, peut-être les gens sont cons, on sait pas ». Et je trouve qu'il y a un très bon exemple de ça qui résume parfaitement sa position pendant tout le procès, c'est le moment où son cousin va se faire bannir du tribunal. Travis Bloom, qui est donc le cousin de Bradley, va se pointer au tribunal et il veut rentrer dans la salle d'audience. Sauf que l'audience est en cours, la porte est fermée et il est arrêté par un gardien de sécurité qui lui dit que il peut pas rentrer à ce moment-là, mais il pourra rentrer quand il y aura une pause. Normal. Sauf que Travis, lui, n'est pas content du tout de cette solution et il a besoin de faire entendre son mécontentement. Donc il se met à hurler comme ça dans tous les couloirs du tribunal et c'est ça qui va lui valoir d'être banni du tribunal. Et Bradley, ça, il va pas beaucoup apprécier. Et apparemment, il a pas très bien compris qu'il avait déjà une très grosse charge sur ses épaules qui était déjà de s'occuper de son propre cas. Et au milieu de son procès, il va décider de prendre la défense de son cousin pour tenter de le faire débannir. Et il va prendre sa défense d'une manière... Écoutez, je n'ai pas de mots, je vous laisse juger. I understand Travis Bloom is an idiot. I understand that. Fully understand that. He holds a good heart. To limit him from the courtroom simply because of this is ridiculous. If a person does not know that they cannot come in during a time that is not a recess, then maybe they should be explained that, or maybe there should be notices posted on a wall somewhere. And the gentleman in the back courtroom by the door with law enforcement, what's your name? Deputy Goldman.
You step outside the door and see if there's anything posted about their entering the courtroom during a recess. There is, Your Honor. And what does it say, sir? It says, you may only enter the courtroom at recess or breaks. And you were here yesterday, sir? I was. And was that sign posted on the door at all times? I believe so. Have a seat, Mr. Yan. Your motion or objection is overruled. Your, as you described, idiot relative Travis Bloom should have read the door sign before he tried to enter the courtroom, and so he was advised of the court rules. Et puis vient la fin du procès et le temps des closing arguments, et Bradley va pousser le culot jusqu'à expliquer que la personne qui a fait ça à Tina est une grosse merde. Mais c'est pas lui. If I were that person, I wouldn't care if I was a prosecutor or not. I wouldn't sit here and call the defendant a man. I'd call him a piece of shit. Excuse my terminology, Your Honor, but I'd call him a piece of shit because that's what he would have been. Et puis bien sûr, comme Darrell Brooks, il va finir par se mettre à pleurer en disant que sa maman ne l'a pas élevé comme ça, parce que c'est vrai que c'est bien connu que quand on est accusé d'un crime, si on se met à pleurer en disant que c'est pas nous, en général on est acquitté, c'est vrai que ça marche bien. My mama taught me better than this. She didn't teach me to go out and do these things, nor did I do them. Bradley Young a été reconnu coupable de toutes les charges d'accusation, bien évidemment. Il a été condamné à 130 ans de prison, dont 110 sans possibilité de libération conditionnelle. Donc autant dire que le juge, là encore, on sent qu'il avait bien envie de lui dire « Tu vas pouvoir peut-être sortir un jour, mais ce sera après ta mort. Pas de chance. » Donc je pense qu'il y a un peu une volonté de vengeance quand même du comportement qui était très irrespectueux, qui était vraiment n'importe quoi pendant tout le procès. Mais aussi le fait qu'il ait plaidé non coupable, et qui était d'autant plus con. Vous vous souvenez de sa complice, Karen Blackledge ? Un an avant, Karen, elle a plaidé coupable, elle. Donc vraiment, continuer à dire que c'est pas toi, alors que ta propre complice a avoué, on est à un degré de... Je sais pas si c'est de la bêtise, ou si c'est de l'inconscience, ou si c'est du déni poussé à l'extrême, je ne sais pas, mais... Voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on peut comparer, parce que Karen était accusée des mêmes charges que Bradley, et en plaidant coupable et en ayant un avocat, elle a été condamnée, elle a 2 fois 20 ans de prison, donc qui sont consécutifs, donc en tout ça lui fait 40 ans, mais elle avait 33 ans au moment où elle a été inculpée, donc avec les remises de peine, bon, oui, elle aura 70 ans à peu près quand elle sortira, mais potentiellement elle pourra ressortir un jour. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant dans ce cas-ci parce que du coup on voit vraiment la différence entre quelqu'un qui plaide coupable et qui a un avocat et quelqu'un qui refuse totalement de plaider la culpabilité et qui en plus fait n'importe quoi au procès. On est vraiment sur des peines qui sont radicalement différentes. Ce qui s'est passé dans ce procès est tellement improbable et fucked up que ça a été montré limite toutes les semaines, j'exagère mais pas beaucoup, sur toutes les chaînes qui parlent de procès aux États-Unis. Trevor Summers, il habite en Floride et il s'est récemment séparé de sa femme, Alyssa Mathewson, à la demande de cette dernière. Ils sont en procédure de divorce, ils ont donc chacun leur propre logement. Trevor a gardé la maison principale de la famille et Alyssa a pris une maison un petit peu plus loin, à 30 minutes de route. Et c'est une séparation sale, c'est vraiment, vous savez, ce genre de séparation où les deux se font des crasses pas possibles, à tel point qu'un juge a fini par leur ordonner l'interdiction de s'approcher mutuellement. Ce qui est un tout petit peu compliqué quand même dans cette histoire, puisque Trevor et Alyssa ont 5 enfants en commun, dont ils partagent la garde, donc ils sont quand même un petit peu obligés de se croiser 2 fois par semaine quand il se passe les enfants. Et puis un jour de mars 2017, Trevor va discuter avec sa fille aînée qui s'appelle Arden et qui a 14 ans, avec qui il a une super relation et qui, elle, a une relation un peu plus compliquée avec sa mère. Et il va lui dire qu'il a besoin de son aide parce qu'il a mis au point un plan incroyable, grâce auquel lui et Alyssa vont pouvoir se remettre ensemble, ils vont pouvoir reconstituer la famille, et ça va être génial. Et évidemment, Arden, qui a 14 ans, donc encore une enfant, bien sûr qu'elle a envie que ses parents se remettent ensemble, bien sûr qu'elle a envie que la situation s'apaise, et malheureusement, elle va accepter d'aider son père. À la demande de Trevor, la nuit du 11 mars 2017, Arden sort de la maison de sa mère, elle sort par une fenêtre qu'elle va laisser ouverte, de façon à ce que son père puisse rentrer dans la maison. Donc elle le rejoint, il est garé dans la rue devant la maison, elle monte dans la voiture et il lui dit « T'inquiète pas, je vais discuter avec maman, on va tout arranger, ça va aller. »
il s'en va, il rentre par la fenêtre, il se passe quelques heures et puis 4 heures plus tard, il ressort de la maison, il vient retrouver sa fille dans la voiture, il est tout seul et il lui dit « Écoute, va chercher tes petits frères et sœurs qui sont à l'intérieur, ramène-les chez moi et attendez-nous à la maison, nous on règle tout ça avec maman et on vous rejoint dès que c'est fini. » Je rappelle qu'à ce moment-là, Arden a 14 ans, donc elle n'a bien évidemment pas son permis de conduire, et que les deux domiciles se situent à 30 minutes de route. 30 minutes pendant lesquelles Arden va conduire avec tous ses petits frères et sœurs à l'intérieur d'une voiture. Bon, heureusement, ils vont arriver chez leur père, dans la maison familiale, sains et saufs. Pour Alyssa Mathewson, en revanche, le calvaire ne fait que commencer. Au départ, Trevor va ligoter son ex-femme, il va l'attacher au lit avec à peu près tout ce qu'il trouve, donc ça va être des lumières de Noël, des câbles, enfin tout ce qui lui passe sous la main. Il va l'agresser sexuellement à plusieurs reprises, il va essayer de la tuer à 2 reprises, une fois en l'étouffant avec un coussin, une autre fois en l'étranglant avec une corde, et puis il lui sort toute une histoire en lui disant qu'il a des comptes offshore je ne sais où, qu'il va partir sur un bateau, disparaître, et que si elle veut, elle peut venir avec lui, et en fait dans la terreur, Alyssa va finir par lui dire « Oui, bien évidemment, je viens avec toi, pas de souci ». À un moment donné, ils vont donc sortir de la maison, Alyssa a toujours les mains attachées, Trevor va la faire rentrer dans sa voiture à elle, et il va prendre le volant jusqu'à un magasin où il va aller faire des courses. Trevor va faire les courses tout seul, et il laisse Alyssa dans la voiture, qu'a donc un moment pendant lequel elle est toute seule, et elle va évidemment chercher une façon de sortir de sa propre voiture dans laquelle elle est séquestrée, et au bout d'un moment, elle va y arriver. Sauf que c'est le moment où Trevor ressort du magasin, il la voit, il la course à travers le parking, il arrive malheureusement à l'attraper, et il la force à rentrer dans la voiture à nouveau, mais, par chance, il y a un des employés du magasin qui a vu la scène, qui appelle le 911 et qui a noté la plaque d'immatriculation, et c'est ce qui va sauver Alyssa. Suite à cet épisode, Trevor, qui a compris qu'ils avaient probablement été vus par quelqu'un, va conduire pendant des heures jusqu'à une petite crique où ils vont rester cachés pendant une journée entière dans cette voiture. Il va à nouveau agresser sexuellement Alyssa, c'est là qu'il va essayer de la tuer avec une corde, et il va écrire une lettre qui est destinée à leurs enfants, qui est une lettre qui est très inquiétante puisque c'est une lettre d'adieu, et il leur dit pas juste adieu de sa part à lui, mais de leur part à tous les deux, et puis au passage il confesse ce qui s'est passé, et il explique ce qu'il a fait subir à leur mère. Il va finir par reprendre la route et heureusement, il est repéré par une patrouille de police qu'avait la plaque d'immatriculation de la voiture, il est arrêté, et ça met fin, enfin, à 55 heures de calvaire pour Alyssa Mathewson. Trevor Summers est accusé de kidnapping, tentative de meurtre et agression sexuelle, et son procès va commencer en août 2017. Je rappelle qu'il a été arrêté avec son ex-femme ligotée dans sa voiture, une lettre de confession écrite de sa main, mais aussi, pendant qu'ils étaient chez Alyssa, il avait pris le téléphone d'Alyssa et il avait fait des vidéos confessions. Donc il a vraiment beaucoup de choses contre lui, pourquoi est-ce qu'il plaide non coupable? Honnêtement, c'est un mystère, je ne sais pas. Au départ, quand ça commence, c'est un procès tout ce qu'il y a de plus classique. Trevor Summers a des avocats, et leur ligne de défense, étant donné que il a confessé, ils ont quand même des preuves, ça va être d'essayer de jouer un petit peu sur la notion d'interprétation, de dire que ça peut être interprété d'une autre manière, que peut-être il s'est passé autre chose, bref, ils vont essayer de créer un doute raisonnable. On avance dans le procès, et puis l'accusation va faire venir à la barre son témoin phare, à savoir Alyssa Mathewson, qui a survécu à tout ça, qui est la victime, qui peut parfaitement identifier son ex-mari et qui va venir raconter ce qu'il lui a fait vivre. L'accusation interroge donc Alyssa, et puis vous le savez, une fois que l'accusation a terminé, c'est à la défense de procéder à un interrogatoire en contre. Et c'est à ce moment-là que Trevor Summers va faire cette demande. Mr. Summers, you have a request of the court, sir? Yes, Your Honor. What is it? I would like to resume self-representation and discharge Mr. Marchese as lead counsel. And you believe that to be a wise decision? Yes, Your Honor, I do. Are you unhappy with the services of Mr. Marchese? I'm not unhappy with the services of Mr. Marchese. I do not believe that he fully understands the circumstances surrounding the events, and it would be better if I did the cross-examinations from here on out. Oui, vous l'avez compris, le mec vire ses avocats juste pour pouvoir interroger sa femme lui-même au tribunal. On en est là. Et ça va donner un moment hyper chelou, hyper malaisant, pendant lequel
Trevor va tenter d'expliquer à son ex-femme que non, il n'a pas essayé de la tuer, non, il ne l'a pas agressée, et que tout ça, c'est juste un malentendu et une question d'interprétation. Mais bien sûr. Did I threaten you to have sex? You broke into my home in the middle of the night when I was sleeping, attacked me and tied me up. I take that as, yes, you threatened me to have sex with you. Yes. I'm asking you specifically, before we had sex, did I threaten you or force you to have sex with me? My answer is yes, you forced me to have sex with you. Did I hold you down? No. Did I push you? Not at that time of having sex, but prior to having sex, you did push me, you did hold me down, you did tie me up, you did attack me, and you did break into my home when I was sleeping. You raped me. Have you consistently said that I just stopped? No. I came to, and there was no more pressure on the pillow, so he stopped putting pressure on it while I was unconscious. So you were unconscious, but you knew what I was doing? I regained consciousness, and there was no pressure on the pillow. That's not your testimony in this courtroom. Your testimony in this courtroom is that I just stopped. And your testimony in other cases... Objection, Judge. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que tout est problématique dans ce procès à partir de là, parce qu'évidemment, une fois qu'il a viré ses avocats, Trevor Summers, il doit terminer son procès tout seul. Et en fait, en faisant ça, je trouve qu'il montre exactement le point de son ex-femme. Parce que évidemment, même si là ça a été poussé à l'extrême, c'était pas la première fois que Trevor agressait Alyssa. Il était extrêmement contrôlant avec elle, elle avait pas le droit de choisir ses vêtements, elle avait pas le droit de voir qui elle voulait, elle n'avait pas le droit de travailler, elle avait même pas le droit de s'asseoir à côté d'un autre homme à l'église, tellement il fallait pas qu'elle ait d'hommes dans son entourage, pour vous donner une petite idée. Et c'est pour ça qu'Alyssa l'a quitté, parce qu'il était extrêmement contrôlant et extrêmement toxique. Et en fait, le mec, en poussant le truc jusqu'à virer ses avocats pour que ce soit lui qui contre-interroge sa femme, je trouve qu'il révèle juste sa personnalité, en fait, et qu'il montre à quel point il est dans le contrôle. Et du coup, il fait que rajouter du crédit, en fait, à la parole de sa femme en faisant ça. Trevor Summers finit son procès et va donc faire son closing argument lui-même. Et avant de vous faire écouter le passage qui va suivre, permettez-moi de vous rappeler qu'il a été arrêté avec sa femme ligotée dans sa voiture et qu'il y a une lettre et des vidéos de confession de sa part. Gentlemen, reasonable doubt, I believe, is everywhere. And I ask you to please remember that and to please focus on that. Trevor Summers a été reconnu coupable pour tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à 3 peines de prison à vie, plus 224 ans. Gratos. Ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave, évidemment, mais cette peine qui est extrêmement lourde, elle correspond plus à une peine qu'on va donner pour meurtre que pour agression, et je pense vraiment que s'il avait plaidé coupable, il aurait une peine bien moindre par rapport à ça, et j'ai envie de dire, du coup, peut-être tant mieux qu'il ait plaidé non coupable, et qu'il ait eu ce move-là de virer ses avocats pour contre-interroger sa femme lui-même, parce que au moins il sortira pas de prison, et elle pourra continuer sa vie, l'esprit tranquille, sans craindre qu'à un moment donné, il ressorte et qu'il lui fasse du mal. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui choisissent de se représenter eux-mêmes? C'est une question que je me suis beaucoup posée pendant la préparation de cette vidéo. Même si on sait que c'est rarement une bonne idée, il y a quand même toujours des gens qui continuent régulièrement à se passer d'avocat. Par exemple, pour 2024, on sait déjà qu'il y a 2 personnes dont les procès vont avoir lieu là dans les prochains mois qui ont choisi de se représenter eux-mêmes. Il y a un homme qui s'appelle Robert Teyes qui est accusé du meurtre de Jeffrey German qui était un journaliste. Alors dans ce cas précis, Robert il est avocat de formation, donc à la limite on pourrait comprendre, mais il était dans un totalement autre domaine, il n'était pas du tout en criminel, et puis ça fait quelques années qu'il travaillait plus en tant qu'avocat parce que il faisait une carrière en politique, et même dans un cas comme ça, le juge lui a fortement recommandé de prendre un avocat pour avoir quelqu'un qui reste objectif, mais Robert Teyes tient à se représenter lui-même dans son procès qui aura lieu en mars prochain, là en 2024.
Et puis il y a un autre Robert qui a décidé de se représenter tout seul en 2024. Lui, son procès commencera fin février. Il s'agit de Robert Crimo III. Lui, il est accusé d'avoir ouvert le feu lors d'une parade du 4 juillet à Chicago en 2022, fusillade qui a tué 7 personnes et en a blessé 38 autres. Encore une fois, ce sont des gens qui risquent extrêmement gros, qui sont accusés de charges très graves, qui font ce choix de se passer d'avocat. Pourquoi ? Bah écoutez, j'ai pas la réponse, mais je vous en ferai une vidéo si vous voulez bien, dans les semaines ou mois à venir, pour tenter de comprendre ensemble pourquoi est-ce que certains accusés font ce choix. Et puis on verra aussi dans cette future vidéo si c'est quelque chose qui a marché. Est-ce que dans l'histoire, il y a des gens qui ont réussi à s'en sortir, à être acquittés en ne prenant pas d'avocat? Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signifier en me mettant un petit pouce, un commentaire, ou en vous abonnant si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines histoires de procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.